Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. C'est bizarre de voir des assemblées avec des trous, mais ça fait très plaisir de remonter sur scène et de refaire des événements engagés et solidaires. Je m'appelle Flavie Després, je suis la directrice et la fondatrice d'un média qui s'appelle Care News, qui est dédié aux acteurs de l'engagement, que vous êtes tous. Donc je suis très contente d'être ici ce soir en belle compagnie. On m'a demandé de dire un petit mot solidaire et encore plus engagé d'ouverture. ProDurable et Gandhi ont ouvert une cagnotte au profit d'une association qui s'appelle Un enfant par la main. Donc, normalement, il va y avoir un petit visuel et vous pouvez utiliser le flash code pour faire un don à cette belle association. Et pour info, la cagnotte est ouverte aux dons toute la semaine. Donc, je pense qu'il y a toutes les infos sur le site et en tout cas, c'est un projet sur toute la semaine. Donc, n'hésitez pas. Et alors, en plus, Florent m'a fait mon travail puisqu'il y a un lien entre Gandhi et l'association qui est là, parce que comme elle est fondée sur le parrainage, elle permet aux enfants défavorisés de devenir des adultes responsables et autonomes. Et aujourd'hui, on est là pour parler de transmission, de responsabilité, de solidarité. Donc, c'est vraiment des gros mots. Moi-même, quand j'ai vu l'intitulé, je me suis dit, mais dis donc, on a 3 quarts d'heure pour résoudre ça, je ne sais pas comment nous allons faire. Mais on va essayer en tout cas d'y arriver. On va commencer par une keynote hyper inspirante. Je vais vous présenter mon invité dans 2-3 instants. Ah bah, voilà le flash code. Et ensuite, on aura une table ronde. Donc, j'ai 3 invités qui ont la lourde tâche de parler de responsabilité et de solidarité. Et j'espère qu'on aura un échange sincère et une parole ouverte. Et enfin, il y aura la clôture de ces 2 jours autour de la RSE et de l'économie responsable avec Madame la Ministre qui est en ce moment sur le salon. Sophia, bienvenue. Merci. Bon, je suis contente, on a un peu échangé par téléphone, mais je vais vous laisser la parole parce que vous êtes auteure, conférencière, biographe française du Dalai Lama et enseignante spirituelle. Vous avez écrit et organisé, entre autres, des conférences sur la responsabilité universelle, donc c'est vraiment un moment parfait pour cette clôture. Et en 2020, vous avez lancé une formation qui s'appelle « Be the Love You Want to See in the World ». Qui fait écho à Be the Change You Want to See in the World. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir le lien avec ce que je vous disais juste avant. Je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes pour que vous nous donniez un peu de prise de hauteur avant la table ronde. Avec plaisir. Merci Flavie de votre présentation. Est-ce que je peux avoir les slides parce que là, j'appuie et il ne se passe rien. Ça va trop vite. Je ne les avais pas vus. Et merci de son invitation à Cécile Colonna d'Istria, qui a souhaité que je vous présente rapidement mon parcours dans un bref storytelling. En fait, c'est très simple. 2 étoiles éclairent ma vie. La première a brillé dans mon enfance et elle s'appelle Sœur Emmanuelle. Elle a été ma première guide spirituelle que j'ai rejointe dans son bidonville au Caire et plus tard dans la maison médicalisée au sud de la France où nous avons écrit ensemble quelques livres dont La folie d'amour et son testament spirituel. Et ma 2e étoile s'est levée en 1992 quand ma voix intérieure m'a appelée très fort en Inde du Nord, à Dharamsala. Autour de moi, j'entends encore mes proches qui me disaient « Il n'y a rien à voir à Dharamsala ». Et pourtant, l'une des premières personnes que j'ai rencontrées à Dharamsala a été le Dalai Lama, qui m'a serré sur son cœur au détour d'une forêt himalayenne. Et à l'époque, je n'ai pas imaginé une seule seconde que je le reverrais, qu'un quart de siècle plus tard, nous aurions coécrit 4 livres, dont le 3e, Nouvelle réalité, l'âge de la responsabilité universelle, a attiré l'attention des organisateurs de ce salon. Et je n'imaginais pas non plus que j'organiserais autour de lui les séminaires Better We, Better World à Dharamsala, avec des acteurs internationaux du changement, comme l'architecte de l'accord de Paris, Christiana Figueres.
j'imaginais pas non plus, que j'aurai l'honneur et le bonheur d'être parmi vous ce soir pour vous parler du Dalai Lama. Alors venant de ce monde qui est celui de l'intériorité, j'apprécie particulièrement cette invitation. Parce que la vie spirituelle, pour moi, ce n'est pas une bulle dans laquelle j'ai envie de m'enfermer. Et je considère avoir appris autant de mes guides spirituels que de ces personnalités que j'ai rencontrées dans le monde de l'économie, de l'environnement, du droit. Et par conséquent, cette ouverture d'esprit et de cœur de la part des organisateurs qui m'amènent ici a beaucoup de sens pour moi, parce que nous sommes conditionnés par une culture de la séparation. Nos sphères d'activité et d'expression sont compartimentées, et le fonctionnement habituel, au fond, c'est de transférer à d'autres, de se décharger sur d'autres de sa responsabilité. Prendre soin de la nature, on considère que c'est le job des ONG, du ministère de l'économie. Concevoir des produits et créer une économie dynamique, c'est le job des entreprises et du ministère de l'économie. Transmettre les savoirs, c'est les profs et l'éducation nationale. Méditer, prier, c'est les églises, les spirituels, etc. Donc, faute d'une approche écosystémique engageant une coopération multi-acteurs, en tant que citoyens du monde, on accepte d'être les témoins passifs, aujourd'hui masqués, d'un effondrement de notre civilisation, de l'extinction massive des espèces, prisonniers de notre désespoir ou de notre indignation pour les plus conscients, que sont notamment les plus jeunes aujourd'hui qui réalisent cette catastrophe qui est en train de foncer sur nous. Alors, dans ce contexte, les 2 jours de ce salon ont fait passer un message très juste de transversalité. Et parce que la programmation a été inclusive et plurielle, elle a ouvert des portes de conscience. Pendant ces 2 jours, nous avons connecté écologie, environnement, entreprise, économie, politique, finance, l'agenda 2030, les 17 ODD et même ce soir, l'intériorité. Est-ce que ce n'est pas la direction du monde que nous voulons ? Si dans le monde d'avant, tout a été divisé, dans ce monde nouveau qui veut naître en nous, qui veut naître à travers nous, toutes les personnes, tous les savoirs, toutes les expertises sont appelées à interagir dans un vaste chantier inédit d'intelligence collective. Et c'est pour moi aussi une très grande joie d'avoir entamé des pourparlers avec un acteur de l'innovation frugale, qui est aujourd'hui parmi nous ce soir, Abhinav Agarwal, pour créer un laboratoire de la transition suivant les 3 axes qu'il a définis: esprit, écologie et innovation. C'est l'amorce en effet d'une responsabilité et d'une solidarité qui sont enracinées dans la compréhension mutuelle. Lech Walesa, cité dans la présentation de ce panel, définissait la solidarité comme un sentiment d'unité et de responsabilité commune. Or, ces mots résonnent très fort avec la vision pour le monde d'une icône mondiale de la paix dont Lech Walesa fut très proche et qui l'invita souvent en Pologne, le Dalai Lama. Car le Dalai Lama parle lui aussi de responsabilité qu'il qualifie d'universelle, et il parle aussi de oneness of humanity. Je le dis en anglais parce qu'en français, on fait une confusion entre unité et uniformité. Or, l'unité est au plan de l'essence et l'uniformité, comme le mot l'indique, est sur le plan de l'extériorité, de la forme, d'une croyance ou d'une idéologie. Et cette unité essentielle de l'humanité, elle s'exprime dans la prise de conscience de nos interdépendances et de notre responsabilité universelle. En effet, puisque nous sommes tous reliés, nous engageons tout le vivant dans chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, chacune de nos actions.
Je dis volontiers que nous ne sommes pas une personne dans toute l'humanité, nous sommes toute l'humanité dans une personne. Nous ne sommes pas une personne dans tout le vivant, nous sommes tout le vivant en une personne. Et je n'ai pas de doute que dans cette salle, nous sommes d'accord sur ces principes de oneness, responsabilité, solidarité. Mais qu'en est-il pratiquement dans le quotidien? Est-ce que nous vivons cette conscience unitaire? Est-ce que nous assumons une solidarité et une responsabilité universelle? Notre époque est parfois décrite comme celle d'un temps sociétal nouveau, celui des TPMG. TPMG, tout pour ma gueule, avec par exemple Trump comme TPMG en chef, pour qui le collectif doit absolument servir ses intérêts personnels et pour qui le monde entier doit servir les intérêts de son pays. On mesure l'écart avec le siècle dernier, avec le temps des solidarités où la collectivité œuvrait pour le bien de chacun à travers la création de la sécurité sociale, d'une éducation publique d'excellence, d'un système de soins et de santé pour tous, d'une retraite par répartition. L'individualisme TPMG submerge notre société avec les réseaux sociaux, où la mise en scène de soi est permanente et via des modes de consommation qui épuisent la planète, puisque une espèce végétale ou animale disparaît toutes les 20 minutes en ce moment même de la surface de la Terre. La question se pose donc jusqu'où cette idéologie TPMG va-t-elle détruire le monde, avant que nous comprenions que sans lui, nous ne sommes rien, que sans solidarité et responsabilité avec le vivant, la race humaine est condamnée. Essayons de comprendre ce qui se passe quand nous fonctionnons en mode TPMG. Tout pour ma gueule, c'est le mantra de notre cerveau reptilien, toujours inquiet et qui se demande: est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que j'ai accumulé assez pour mon avenir? Et face à autrui, notre cerveau reptilien est aussi sur le mode de la défensive, en mode de compétition. Cette personne, est-ce une amie? Est-ce une ennemie? Dois-je me soumettre ou attaquer? Qu'est-ce qu'un tel a de plus, a de mieux que moi? Mais ce qui se passe dans notre tête n'est pas si simple, car à l'opposé du cerveau reptilien, notre cortex, lui, est en capacité de raisonner et de penser. Cette personne a autant de valeur que moi, même si elle est différente. Je suis capable de lui vouloir du bien et d'agir pour son bien, de manière altruiste et désintéressée. Notre cortex gère ces processus d'ouverture du cœur, de compassion, d'éthique. Mais notre cortex est à la fois sous l'emprise du cerveau reptilien archaïque et il est aussi formaté par un conditionnement social basé sur la compétition. Cela crée des dissonances douloureuses qui aboutissent à l'individualisme pathologique du tout pour ma gueule. Il y a donc un vrai travail de conscience à effectuer pour recabler nos voies neuronales, pour convertir nos biais autocentrés, individualistes, nuisibles à nous-mêmes et à autrui, et pour les transformer en solidarité et en responsabilité bénéfique à tous. Ce travail de conscience, je l'effectue de manière systématique et forte de cette expérience, j'en donne les clés dans un livre qui va paraître le 8 octobre prochain, qui s'intitule « L'urgence d'aimer ». Alors ça, c'était le monsieur tout pour ma gueule, voilà, et l'urgence d'aimer. Car à mon sens, ce travail de conscience a un nom, c'est l'amour. Aimer, c'est arriver à être un avec l'intelligence de la vie. Et la responsabilité universelle ou la solidarité, ce ne sont pas des formules désincarnées.
La responsabilité universelle, c'est une réalisation qui s'est déposée dans la conscience de l'humanité il y a 2500 ans, avec l'éveil du Bouddha. En s'éveillant, Bouddha a réalisé l'interdépendance, on dirait aujourd'hui l'intrication au sens quantique, de toutes les formes de vie. Et il a pris la responsabilité de délivrer tous les vivants de la souffrance et des causes de la souffrance, de conduire tous les vivants vers le bonheur et les causes du bonheur. Cette responsabilité, qui est l'essence de l'éveil, est aussi l'essence de l'enseignement du Dalai Lama. Elle se dit Haksam en tibétain, que le Dalai Lama a rendu par responsabilité universelle. Donc, assumer sa responsabilité universelle, c'est éveiller sa conscience. Mais pour nous qui ne sommes pas des êtres éveillés, ou pas encore, on dira qu'assumer sa responsabilité universelle, c'est vivre en nous l'émergence d'une conscience solidaire et responsable au service du bien commun. Et les 17 ODD, comme l'agenda 2030 dont il a été question ces 2 jours, sont à mes yeux une déclaration universelle des solidarités et des responsabilités humaines. En tout cas, c'est ainsi que je les comprends. Et en 2020, cette année qui inaugure la décennie de notre dernière chance, pour nous réinventer vivants dans un monde qui meurt, l'urgence absolue, est-ce que ce n'est pas l'urgence d'aimer? Tel est le sens des méditations Be the Love. Désolée. Donc voici le logo avec un engagement du cœur, de la tête et des mains pour le monde représenté par l'arc-en-ciel des 17 ODD. Car j'ai élaboré ce protocole Be the Love pour ancrer la transition dans nos cœurs et nos consciences. Et c'est pourquoi j'ai adopté dans mon livre la formule bien connue de Gandhi, Be the Change. Et je vous dis donc, pour terminer, Be the love you want to see in the world. Merci. Merci beaucoup, Sophia. On va essayer d'être au moins aussi inspirant que vous, mais je pense que ça va être difficile. Alors, on va parler de quelque chose un peu plus concret maintenant. On va parler d'engagement d'entreprise et de responsabilité citoyenne. J'invite sur scène Amandine Albizati, qui est présidente de Enercop, Delphine Lalu, qui est directrice de la responsabilité sociétale d'entreprise RSE et des fondations AG2R Mondiale, et Arnaud, que je vois dans le noir, qui est, alors lui il a un titre en anglais, Global Corporate Alliances and Changemaker Companies de Ashoka, c'est ça? Merci, d'un coup. Hein. Bon, alors placez-vous, vous allez voir, on a très chaud sous les spots, mais à 1 mètre d'écart, ça devrait le faire. Donc, on a une table ronde qui est Solidarité 2020, l'année de tous les bouleversements pour ces questions-là. Notre responsabilité universelle, point d'interrogation. Donc, comme je vous le disais, j'ai trouvé que c'était un petit peu costaud en une demi-heure, mais bon, on va essayer de faire de notre mieux. Quand j'ai préparé cette table ronde, j'ai cherché, c'est une habitude de journaliste, je pense, des définitions sur la solidarité. Et je me suis dit, bon, parler de solidarité à ProDurable, c'est normal. Parler de solidarité en 2020, c'est normal. Et est-ce qu'on va réussir à dire des choses, je ne sais pas si elles seront inspirantes, mais du moins, j'espère, assez concrètes, parce qu'on a une année qui nous a tous bouleversés, qui a bouleversé les associations, les entreprises, les citoyens. Moi, je dirige un média qui est dédié à tous ces acteurs-là. Et donc, tous les jours, on a vu avec mon équipe qui a fait le pont pendant la Covid à quel point tout allait à la fois très vite et très lentement. C'était vraiment festina lente à tous les caps. Et donc, quand j'ai cherché des définitions de la solidarité, même si on l'a vécu, nous tous, cette année, donc c'est un rapport existant entre des personnes qui ont une communauté d'intérêts. Soit, c'est un sentiment d'un devoir moral. Alors là, je me suis dit, je vais vraiment
plomber l'ambiance, et puis en plus, je vais leur faire la leçon, ça va pas du tout leur plaire. Il y en a qui subissent ça tous les jours, croyez-moi, ils vous envient pas. Et enfin, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressée, c'est le rapport d'interdépendance entre les choses. C'est comment, en fait, on vit quand même dans un écosystème, et ça rejoint sans doute ce que dit Sophia, on vit dans un écosystème où l'équilibre est fragile et de plus en plus limité. Et du coup, moi, je vous propose qu'on parle de relations humaines, de relations entre entreprises et associations, de relations citoyennes. Et moi, j'aime bien faire ça. Je vous fais faire mon travail, en gros. Est-ce que vous pouvez chacun, en une phrase, me donner votre vision de la solidarité cette année ? Là, ils me regardent tous avec des grands yeux. Vous avez chacun un micro, normalement. Je ne sais pas si Delphine voulait commencer. Bonjour, excusez-moi, je garde mon masque. Alors, écoutez, non, tu l'as très bien dit, Flavie, la solidarité, c'est d'abord un concept juridique, mais c'est pas... c'est d'ailleurs moins une question de devoir moral que, comme tu le disais bien, en droit romain, l'obligatio in solidum, c'est devoir social, obligation communautaire. La solidarité, pour moi, implique la notion de réciprocité, suppose un lien entre les membres d'une communauté. Et là, ce qu'on appelle communauté, c'est aussi bien, c'est à toute échelle. C'est à toute échelle. Il faut au moins être deux pour être en solidarité. Et abusivement, il a été étendu ce terme et utilisé en lieu et place de l'altruisme, la générosité, la charité. On l'utilise parfois à toutes les sauces. Mais c'est intéressant de revenir à ce qu'il est au fond ou en droit. Pourquoi ? Parce que du coup, on s'intéresse à ce qui fait lien. La solidarité, les solidarités, c'est les liens qui peuvent être par le sang, par la famille, par l'affiliation à une communauté nationale ou à une communauté locale, par le contrat aussi. Et donc, toute notre histoire, et pour moi c'est très important, a été nourrie de débats où ce qui s'est agi de faire, c'est d'élargir le champ de cette communauté, d'insérer dans cette communauté du contrat social ou du contrat, tout simplement, de trouver des tiers. Alors la question qui nous est posée depuis une quinzaine d'années, c'est est-ce qu'on peut, d'ailleurs depuis plus longtemps que ça, parce que finalement, il y a très très longtemps, c'est après la guerre, et c'est la question qui est posée à notre communauté des militants du développement durable, c'est est-ce qu'on peut considérer la nature comme un tiers non volontaire, un tiers non volontaire à ce contrat qui peut être social, moral, éthique, etc. Et la réponse est oui. La question c'est, du coup, est-ce qu'on n'a pas, plutôt que d'utiliser le terme solidarité quand il s'agit d'intégrer la nature, c'est là qu'on passe à la notion de responsabilité. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser cette question de l'intégration de la nature comme tiers au contrat. Alors, par rapport à ta question, la solidarité cette année, pour moi, elle est comme d'habitude. C'est ni plus ni moins. Peut-être que les médias se sont un peu plus intéressés à ce sujet, oui. Oui, nous, c'est sûr. Mais alors, pour recontextualiser, parce que Delphine commence très fort, en fait, votre point commun, vous me spoilez ma chute, c'est que vous avez tous, en fait, vous animez tous une communauté à votre échelle. Voilà, c'était ça la petite surprise que vous deviez avoir dans deux intervenants. Delphine, avec les fondations d'entreprises AG2R La Mondiale et toutes les parties prenantes, qu'elles soient citoyennes, clients, salariés, je sais que l'engagement est transverse et que vous l'infusez à tous les niveaux de l'entreprise. Arnaud, qui ne connaît pas Ashoka, non, je ne vais pas poser cette question, mais Ashoka, c'est une communauté de... Tu veux qu'on la pose ? Voilà, qui connaît Ashoka dans la salle ? Voilà, mais il savait d'avance, c'est un score soviétique pour Arnaud. Donc Ashoka, c'est une communauté de changemakers et d'acteurs du changement. C'est la plus grosse communauté internationale, si je ne m'abuse. On aime bien dire qu'on est le premier réseau d'entrepreneurs sociaux. Après, la nuance, c'est ce qu'on est historiquement, sans doute. En nombre, non, je ne pense pas. Il y en a bien plus que les 4000 qui constituent notre réseau. Mais c'est déjà pas mal. Et Amandine, la communauté MRCOP, c'est parce que la conception même de la société est sous forme coopérative, donc on viendra dans le détail dessus, mais voilà, mon point commun, c'était que tous les trois ont quand même de fait une solidarité, une communauté à animer. Bon, Arnaud, même punition, du coup, rapidement, la solidarité en 2020, c'était quoi pour toi ? Moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est que la solidarité, j'ai l'impression qu'on l'a presque redécouverte,
Et ce qui était fantastique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'elle n'était pas unique, qu'elle pouvait être protéiforme et que finalement elle appartenait à chacun et que chacun pouvait la décliner comme il le souhaitait. Moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est que les frontières entre finalement l'intérêt général, l'intérêt particulier, le for profit, le non for profit, etc., se sont effacées au service d'une urgence, d'une cause, et que ça a été aussi la mère d'innovation et de tout un tas de finalement de systèmes d'entraide extraordinaires qu'on a pu voir. La question, c'est est-ce que ça va perdurer ? Est-ce que ça va changer notre logiciel ? C'est ça que j'ai envie de voir en 21 et la décennie qui suit. Merci. Et Amandine ? Oui, moi je vais pas redire ce que vous avez dit, mais je pense que le mot que moi j'aime bien, c'est celui de Delphine, c'est le lien. Donc le lien conscient, d'abord entre les femmes et les hommes, et donc en matière d'économie, alors, économie solidaire, donc c'est de là que je viens. L'économie, ça devrait être la sphère de la solidarité, puisque c'est vraiment la sphère du lien. Et qu'est-ce qui... donc, quelle est la valeur, quelle est la définition de l'économie solidaire ? C'est la répartition équitable de la création de valeur. Ça, c'est le truc technique de la solidarité en économie. Après, pour ce qui est de, en ce moment, qu'est-ce qui émerge le plus et peut-être dont on ne parlait pas, je ne sais pas, dans les 10-20 dernières années, c'est cette solidarité avec les générations futures. Donc on parlait beaucoup de la solidarité avec les exclus, etc. Mais en fait, là, on est en train de se dire que c'est les enfants de nos enfants, c'est avec eux qu'il faut qu'on soit solidaire. Et notre planète, elle leur appartient à eux. Donc voilà, c'est peut-être ce qui ressort peut-être plus fort en ce moment. Et qui ressort aussi très fort chez Enercop, puisque c'est un producteur d'électricité 100% renouvelable, et en fait qui a été conçu, ce que je disais juste avant, dans sa forme, comme une coopérative. Une coopérative, pour ceux qui ne connaissent pas, mais comme on est à ProDurable, j'ai toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, je ne sais jamais. Donc il y a quand même une communauté de capital, de participation. Il y a des engagements pour une gouvernance démocratique. Donc c'est vraiment fait pour partager le pouvoir, le revenu. Et aussi, moi, c'est pour ça que je suis contente de vous avoir, parce que j'ai une table ronde très ESS. Alors moi, je suis très à l'aise. Mais pour expliquer pourquoi c'est important que vous soyez là aujourd'hui, c'est parce que Enercop a choisi non seulement un statut engagé, donc très ESS, très économie sociale et solidaire, avec un vrai partage des richesses, des valeurs. Et ses membres fondateurs sont aussi, si je ne m'abuse, des personnages importants, des acteurs du changement ou des acteurs de l'engagement, selon comment on veut les appeler, importants. Mais il y a un programme tout spécifique qui a été créé pour ouvrir les bénéfices de la coopérative et l'accès à l'énergie avec les non-membres. Donc c'est-à-dire que vous êtes allé vers une coopérative bien construite et vous avez choisi d'agrandir votre engagement. Amandine, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce programme Énergie solidaire ? Oui, est-ce que je dis 2 mots d'Enercop ou c'est bon ? Pardon ? Non, ce que je veux dire, c'est que... je veux peut-être quand même dire que la solidarité chez Enercop, d'abord, elle est en premier dans l'objet social. Enfin, c'est quand même d'abord pour cette transition écologique. Donc, on a été créé par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme des ONG environnementales comme Greenpeace, ou des acteurs économiques comme Biocop, comme la NEF. Donc, il y a d'abord cette solidarité presque sociétale, et effectivement, ensuite, donc, on s'est constitué en coopérative. Et en coopérative, c'est un nouveau statut de société coopérative d'intérêt collectif. C'est un statut donc de coopérative qui allie qui est du multisociétariat, c'est-à-dire que à l'intérieur même de la coopérative, on crée de la solidarité entre eux. Dans notre métier, c'est des producteurs d'électricité, des clients consommateurs, des acteurs donc de territoire, des collectivités, les salariés, et déjà on fait entreprise. Donc à l'intérieur même de la gouvernance, on a cette forme de solidarité. Ensuite, quand on a voulu grandir Enercop pour avoir de l'impact, pour accélérer cette transition énergétique, on a choisi de ne pas créer une coopérative qui grandit, mais on a réfléchi le lien au territoire, parce que la solidarité, c'est aussi au niveau des territoires. En fait, elle se vit à une échelle humaine. Sinon, ça
pas dire grand-chose en fait. Donc on a choisi de grandir en essaimant des coopératives locales qui sont des circuits courts de consommateurs producteurs d'électricité. Donc ça, c'est une autre forme de solidarité. Et une autre forme aussi, c'est la gouvernance partagée au sein de l'entreprise avec les salariés. Donc ça, c'est comment on fait entreprise, comment on travaille, quel rapport au travail, aux décisions. Et donc chez nous, donc nos salariés sont sociétaires, ils sont engagés, mais aussi donc dans nos systèmes de décision d'entreprise, on a des systèmes de gestion par consentement, d'élection sans candidat, enfin de plein de façons en fait de permettre l'engagement et la responsabilité individuelle, et avec une échelle de salaire donc, qui est resserrée de 1 à 3 par exemple. Ça, c'est clairement une façon aussi d'exercer la solidarité. Et puis notre solidarité d'Enercop, acteur de la transition énergétique, elle est avec les autres acteurs aussi de notre écosystème. Nous, on a été créé par des acteurs que je citais. Quand on avait des problèmes de croissance, de crise de croissance, on a eu des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des grosses coopératives qui sont venus nous aider. Et là, en ce moment, on essaye de faire émerger aussi, par exemple, un Mobicop qui est une société de covoiturage en citoyen, mais d'autres Railcoop, donc sur le train de Télécoop, etc. On essaye de faire que essaimer et pas juste penser la croissance de notre propre entreprise. Et ce qui a presque chopé à un moment donné, c'est que effectivement, comment fonctionne Enercop? Enercop fonctionne aussi avec nos clients qui sont prêts à payer aussi plus cher parce qu'ils veulent toute cette additionnalité qu'on est en train de créer, et du coup avec des prix qui peuvent aussi être inaccessibles à certains. Donc ça, c'était un problème. Comment on fait avec les personnes qui sont en situation d'exclusion? Et notamment, donc, on a créé ce programme donc, de lutte contre la précarité énergétique, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche un Français sur 5, la difficulté ou l'incapacité à se chauffer correctement dans son logement, avec des conséquences énormes sur la santé, sur les conditions de vie, sur même l'environnement. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait créer comme mécanisme de solidarité entre nos clients qui consomment, voilà, qui vivent leur vie, et puis ces personnes qui ont besoin donc d'être accompagnées. Donc, on a créé un système de dons sur facture, et donc pour que nos clients puissent contribuer. Donc, soit tous à travers dans notre brique tarifaire, il y a la précarité énergétique, et puis par ailleurs, ils peuvent faire le choix donc de faire des dons supplémentaires. Et c'est ce que, donc, depuis 2 ans, on a lancé ça. Voilà, on a commencé l'année dernière, on a collecté 30 000 euros. Là, au début d'année, on a collecté donc 90 000 euros. Et donc, ça, forcément, c'est un programme qui va grandir et qui permet donc de créer cette solidarité entre des clients et des familles qui ont besoin de faire rénover leur logement. Merci. Et est-ce que pendant la crise, il y a eu une augmentation de la solidarité, ou est-ce qu'il y a eu plus de demandes? Parce que je sais que notamment les dons alimentaires, il y a eu il y a eu un pic de précarité, mais est-ce que pour l'électricité, ça a été pareil? Alors après, on est aussi, on distribue, les chèques énergie, donc ça effectivement. C'est ce phénomène, ce mécanisme aussi d'aide qui a été bien utile, mais en tout cas pendant la crise, on a mis en place une action de solidarité. Donc quand on souscrit à Enercop, on en fait un don à Énergie Solidaire, et on a eu aussi un certain succès de cette campagne. D'accord, merci beaucoup Amandine. Arnaud, j'ai plein de questions à te poser. On a eu un échange. Alors là, on était un peu plus. On a quitté l'énergie pour aller vers les entrepreneurs du changement. On a une table ronde qui est quand même très entreprise, même si Ashoka a une forme associative. Les associations sont essentielles sur ces sujets, sur ces questions de solidarité et sur les questions de responsabilité. Ashoka a la particularité d'avoir des fellows qui sont soit sous format associatif, soit sous format entreprise. Je ne crois pas que ça rentre en compte dans les critères. Et on parle beaucoup d'hybridation
ces derniers temps. Est-ce que ça serait une solution, un monde entièrement hybride? Est-ce que ça serait un monde beaucoup plus responsable? Est-ce que c'est un nouvel équilibre en fait, qui est arrivé avec moins d'opposition entre cette forme associative et les formes entreprises, qui est peut-être propre à la France d'ailleurs? Oui, il y a des particularités françaises, on pourra y revenir, puisqu'on est aujourd'hui dans 90 pays et qu'on se rend bien compte qu'un certain nombre de notions, comme l'économie sociale et solidaire, la différenciation des statuts, etc., c'est quand même une problématique assez franco-française ou un petit peu européenne, mais que finalement, quand on est dans un certain nombre de pays du monde où on n'a pas le luxe, d'une certaine façon, on ne peut pas se payer le luxe de réfléchir à ces statuts, il faut survivre, et donc la création d'entreprise est par essence quasiment un acte de solidarité, et dans ces cas-là, on ne se pose pas la question de savoir si les statuts sont conformes à quelque label que ce soit, etc. Donc je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il faut juste remettre un tout petit peu les choses en perspective, dans la mesure où, encore une fois, ce qui nous importe, en tout cas chez Ashoka, c'est pas tant la forme juridique que vous choisissez pour mener votre action, c'est l'impact que vous générez. Et je pense que quand on part de ça, en fait, on prend le problème par un autre bout, qui consiste à dire les enjeux aujourd'hui planétaires qu'on connaît tous sont d'une extrême complexité, changent extrêmement vite, et donc on ne peut pas attendre d'une seule classe d'acteurs, que ce soit une classe d'acteurs gouvernementale, publique, ou une classe d'acteurs du tiers secteur ou associative, etc., de tout résoudre. Donc on est obligé d'imaginer à la fois des collaborations, effectivement une hybridation des solutions. Et puis encore une fois, quand vous réfléchissez aux milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès, on en parlait, à l'énergie, à la santé, etc., on voit bien qu'on ne peut pas attendre des acteurs associatifs, de la philanthropie, de l'aide internationale, seuls qu'elles résolvent les problèmes. Par contre, ce sont de formidables laboratoires d'innovation, de nouveaux modèles, et on a aussi besoin, très souvent, du pouvoir et de la capacité d'industrialisation de ces modèles, qui est plutôt propre, on va dire, à l'économie de marché ou dominante. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu en intro, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les formes de solidarité qui fonctionnent et qui peuvent perdurer sont des formes qui, effectivement, bien souvent hybrident leur modèle économique, c'est-à-dire qu'on voit bien que bon nombre d'organisations, d'associations, je suis heureux de voir Riyad qui est là, qui connaît ça par cœur. Vous avez une partie de vos structures qui peuvent être financées par l'État, par des fondations, etc. Et puis vous avez une partie, vous êtes obligé de générer vos propres revenus. Donc d'un seul coup, vous créez aussi sous forme plutôt entreprise. Ce qui importe, finalement, c'est qu'est-ce qui relie ces organisations et au service de quoi elles sont. Donc l'hybridation, elle vient de là. Et puis l'hybridation, elle vient aussi, encore une fois, de cette collaboration PPP ou public-privé, associatif, etc. Et encore une fois, là, il y a une pluralité de modèles qui existent, qui laissent entrevoir, là aussi, je pense, de nouvelles formes de réponse à des enjeux. Et moi, j'aime à penser que, encore une fois, ce qu'on doit mesurer aujourd'hui, et bien souvent, j'aime bien cette notion de les statuts ne font pas la vertu. J'aime bien prendre les choses par l'impact que ça génère. Et évidemment, ensuite, il faut se questionner sur les pratiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'enjeux qui frappent à notre porte. Et pour y répondre, on va avoir besoin de toutes les bonnes volontés. Et j'ai envie de dire que les moteurs des uns et des autres pour entreprendre ces projets et pour mettre en place des solutions qui soient divers, qui soient parfois peut-être même un peu égoïstes, moi, ça ne me choque pas plus que ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on a besoin de mettre en route des dynamiques et on ne peut pas en permanence opposer des modèles, etc. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on se focalise sur ce qui nous rassemble, sur ce qui fait qu'on fait un, ça a été rappelé tout à l'heure, et ensuite les motivations des uns et des autres, je pense qu'elles leur sont propres. Ce qui nous frappe en revanche, et j'ai bien aimé l'introduction pour ça tout à l'heure, c'est que si on veut changer tout ça, c'est pas qu'une histoire ni de process, ni de cadre juridique, ni de fiscalité, etc. Il y a une partie technique qui est importante, mais il y a une partie de mentalité qui est autrement plus importante. Et je pense que ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait d'ouvrir les consciences, que nous on traduit par chacun acteur du changement, ce qui a amené Ashoka en fait progressivement à pas uniquement travailler sur l'accompagnement des entrepreneurs sociaux, mais à aussi comment est-ce qu'on plante la graine pour être un acteur du changement, et on a des programmes qui sont moins connus mais qui s'adressent à des populations jeunes qui visent à planter cette graine, finalement, cette notion d'empathie, cette notion de passage à l'acte, etc. Elle doit se planter très très tôt. Je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui de recablage, effectivement, des consciences et de faire en sorte que, finalement, chacun puisse s'emparer de ces sujets-là et, encore une fois,
quelles que soient ces motivations. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ait des solutions concrètes, rapides, efficaces, et surtout à l'échelle des enjeux qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que tu es au bon endroit pour passer le message. On va avancer rapidement, mais j'ai une deuxième question à laquelle il faudrait répondre rapidement, mais bien, s'il te plaît, en jeu. Il y a un de tes fellow Ashoka qui dit souvent « le statut ne fait pas la vertu ». Bon, après, il a bombardé pendant tout un moment qu'il valait mieux demander pardon que la permission. Je ne sais pas si c'est un modèle à suivre, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait bouger les choses dans le numérique et dans la Tech for Good et l'ESS. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup ouvert plus à une échelle mondiale, parce qu'il met des fabriques, donc là je vous ai donné tous les indices, vous allez forcément savoir de qui je parle, dans le monde et sur plusieurs continents. Est-ce que c'est une impression que c'est un focus assez franco-français, cette question d'hybridation et de statut? Comment on est en fait la France par rapport à l'échelle mondiale en termes de... Parce qu'il y a dans l'intitulé cette question d'universel. Et est-ce qu'on a des problèmes de franco-français? Et est-ce qu'il y a d'autres pays, donc tu as dit qu'ils n'avaient pas le luxe de se poser la question du statut, mais est-ce que tu vois poindre, toi, des inspirations, j'imagine, dans beaucoup de continents? Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner? Et d'hybridation aussi d'entreprises, assos, de modèles mixtes? Alors, répondre vite, je peux, bien, j'en sais rien. Alors, sur Cocorico, 2 secondes, la France est très en pointe sur un certain nombre de sujets, celui de l'engagement des entreprises. Il y a eu des gros travaux qui ont été faits et par des politiques et par les entreprises elles-mêmes qui ont bien compris à un moment donné que, et encore une fois pour tout un tas de raisons, que c'était important de s'emparer de l'intérêt général d'une certaine façon et d'y apporter une contribution. Et donc je pense qu'on a la chance d'avoir un écosystème d'organisation qui se pose un certain nombre de questions qui sont au début de cette réflexion comparativement peut-être à des modèles plus anglo-saxons, presque TPMG, si j'ose dire, où effectivement on est prêt à faire du business du lundi au vendredi et puis on va aller faire des dîners de charité le week-end. Mais imaginez de superposer dans son quotidien l'impact sociétal, donc la création de valeur sociétale et la création de valeur économique, c'est un truc effectivement qu'on ne retrouve pas partout. Donc de ce point de vue-là, je pense que la France a fait avancer pas mal de lignes et c'est plutôt chouette. Ensuite, comme je le disais aussi tout à l'heure, sont des sujets, sont des conversations qu'on a dans les pays dits développés. Encore une fois, il y a tout un tas d'entrepreneurs sociaux qui ne savent même pas qu'ils sont entrepreneurs sociaux et qui ont simplement décidé à un moment donné de répondre à une problématique d'accès à la santé, à l'éducation, à la nutrition, en créant une structure. Et bien souvent, il n'y a pas forcément 25 choix possibles quand vous créez une structure. Donc, ils font du business, mais du business, encore une fois, pas dans une vocation à s'enrichir et à s'acheter plein de maisons, plein de bateaux. Non, ils font juste ça pour survivre. Et je pense qu'il faut accepter, encore une fois, cette pluralité entrepreneuriale. Ce qui nous importe, en tout cas quand on regarde du point de vue d'Ashoka les projets, c'est l'impact systémique qui est apporté et quelles sont finalement les approches de ces entrepreneurs sociaux. Et pour ce qui est maintenant des modèles hybrides, j'en ai pas... il y en a beaucoup et j'en ai pas plus que ça, mais tout à l'heure je croisais nos amis des Silor qui ont fait un boulot phénoménal en termes d'approche sur la base de la pyramide et d'accès à la santé visuelle de plus de 40 millions de personnes. Ils l'ont fait très sincèrement sur un modèle qui est complètement for profit. Simplement, ce qui est intéressant là encore, c'est que si c'était une ONG, on dirait formidable, 40 millions de bénéficiaires, c'est géant. Là, c'est le mal. Si on dit 40 millions de clients, on se dit, oh là, les salauds, ils essayent de faire du fric sur le dos des pauvres. Et pourtant, il y a 40 millions de personnes qui voient beaucoup mieux. Donc, cette nuance-là, encore une fois, c'est facile de nuancer les choses d'où on est aujourd'hui. Quand vous êtes celui qui voyait rien et qui, grâce à un opérateur, quel qu'il soit, voit mieux, ça change votre vie et vous vous foutez un petit peu de savoir si c'est une asso, si c'est une ONG, si elle a un schéma ESUS ou si c'est une boîte. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, Delphine, moi, je vais te poser une question un peu en contre-pied. C'est que là, on a parlé d'hybridation, de mélange de modèles sociaux, etc. Et avec toi, je voudrais aborder la question peut-être des limites. En fait, la responsabilité, elle est universelle. Enfin, chacun doit faire sa part. Mais il y a quand même une structuration. Enfin, on vit quand même dans un pays qui est assez organisé. Et est-ce qu'un citoyen peut tout faire? Est-ce qu'une entreprise peut tout faire? Est-ce qu'une entreprise doit tout faire? Quand on est une entreprise engagée avec un département RSE, avec des fondations, quelles sont les limites qu'on se fixe, si on s'en fixe? Et comment on se situe? Parce que
il y a une grosse demande de la part de la société et sans doute des pouvoirs publics et du tiers secteur ou des ONG, des associations. Comment, toi, tu vois les choses en termes de limites et, j'allais dire, d'organisation? C'est énorme. Et pourtant, tu n'as pas longtemps. Non, je ne sais pas si je vais être claire. Écoute, en fait, mon sentiment, c'est que chacun doit faire ce qu'il a à faire. Et chacun, c'est chacun dans ses multiples identités sociales, dans sa vie personnelle, dans sa vie engagée, personnelle, enfin familiale, professionnelle. Et puis, c'est pareil pour les personnes morales. Et c'est vrai que quand on préparait cette réunion, je disais... En fait, ce qui m'inquiète, c'est que de temps en temps, on oublie et donc on se prive d'une source d'optimisme. Et vous y avez fait référence, Madame, tout à l'heure. On a des systèmes de solidarité à la fois très sophistiqués qui prennent en charge ou qui intègrent plutôt que prennent en charge la communauté des citoyens dans chaque pays, alors de manière variable en fonction des histoires socio-économiques des pays. Et puis ces systèmes comme le système de protection sociale, vous y avez fait référence, ça suffit pas. Il faut que les entités, les personnes, chaque organisation et sa manière de vivre cette dimension-là. Alors, pour moi, finalement, je le disais tout à l'heure, la solidarité, il y a un principe juridique. Mais ensuite, si on élargit le champ, il y a comme un principe actif de solidarité. Tu faisais référence à l'association. L'association, si on regarde la définition de l'association, c'est pas autre chose que la mise en commun, que des gens, des individus, des personnes, alors personnes physiques ou morales, qui décident à un moment donné de mettre en commun leurs idées et leurs moyens, dans un autre but que celui du profit de l'entreprise. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde oublie que c'est aussi bien la mise en commun des moyens, donc l'entraide, l'assistance, mettre en commun, mutualiser des moyens, c'est aussi dans l'esprit de la loi 1905 des idées, mettre en commun des idées. Et ça commence déjà comme ça. Et on pourrait dire que c'est le degré zéro, le fait associatif de ce qui peut permettre de faire, de créer quelque chose ensemble. Mais ce contrat-là, il n'est pas formalisé. Pas nécessairement. Donc en fait, pour répondre à ta question, moi, mon impression, c'est que toute entreprise, tout individu peut se doter d'un objectif, de plein d'objectifs, plus ou moins forts, qui relèveraient d'une responsabilité, qui répondraient à des objectifs de nature universelle et qui s'inscriraient dans d'ailleurs ce que la France a inventé, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des droits humains. C'est la France qui a inventé ça. Et c'est devenu mondial. Ou à peu près, en tout cas, c'est devenu un principe de nature mondiale, qui n'est pas respecté partout, qui n'est pas respecté tout le temps, y compris en France. Voilà. Donc on a des principes qui sont de nature universelle. Et ensuite, il faut faire vivre ces principes qui, par nature, sont universels, dans des actions concrètes. Et c'est là que peut-être le besoin de solidarité, le besoin d'entrer en réciprocité, en échange avec l'autre, dans le cadre de l'entreprise comme de l'État ou de la ville ou de la communauté familiale, eh bien, ce besoin d'entrer en réciprocité, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Merci beaucoup, Delphine. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges qui, je pense, vont nous donner du grain à moudre pour cette semaine. Je vous invite à descendre. Je vous vois tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et pour votre parole sincère. C'est un Pro Durable un peu spécial cette année pour beaucoup de raisons. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir cette année Madame la ministre Olivia Grégoire, qui est secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, pour clôturer nos 2 journées. Jamais un intitulé ministériel n'aura si bien collé à ces 2 jours passionnants. Madame la ministre, je vous invite à prendre place au pupitre. Bonjour. Avec plaisir. On m'a pas donné la permission. Bon, je suis désolée, en même temps, c'est bien moi. Voilà. Je veux juste
En même temps, et on va en parler ensemble, il faut aussi que l'État et ceux qui contribuent, travaillent pour, dans, avec l'État, montrent l'exemple, montrent la voie. Ça commence par le masque et ça continuera dans la petite adresse, le petit discours que je vais me permettre de vous faire. Je suis sincèrement désolé de le faire masquer. Je n'ai aucun doute que d'ici quelques mois, démasqué, on se reverra masqué, mais dans quelques mois, on sera plus masqué. Je m'excuse encore parce que c'est jamais très agréable, mais je vois que chacun d'entre vous est responsable et je vous en remercie. On parlait de solidarité il y a quelques minutes avec vous, Flavie. La solidarité, c'est aussi, et vous le savez aussi bien que moi, protéger les autres autant que soi-même. Et cet objet est un objet de protection des autres. Et donc, quelque part, il est partie prenante de la solidarité. Je suis extrêmement heureuse d'être ici. Et au moment, il y a très peu de temps, j'ai absolument pas oublié, ça fait 1 mois et 1 semaine, donc c'était hier. Au moment d'être nommé secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, fin juillet, je dois dire qu'une de mes toutes premières pensées fut pour ce salon. Pourquoi ? Parce que déjà, il m'est apparu assez évident que ça ferait partie possiblement de mes premières prises de parole et que j'aurais plaisir à venir intervenir devant les acteurs de l'économie durable à un événement. Il y a des témoins que j'ai fréquentés en tant que parlementaire. J'ai été élu parlementaire en 2017. Je siégeais à la commission des finances. Je me suis rendu ici en tant que parlementaire pour voir, écouter les acteurs de l'économie durable. Mais bien avant d'être parlementaire, avant 2017, lorsque j'étais chef d'entreprise d'une petite structure de conseil en accompagnement des entreprises engagées, elles aussi, pour certaines dans le champ numérique, pour d'autres dans le secteur de la santé. Et j'avais une entreprise de conseil qui accompagnait aussi les entreprises dans leur démarche RSE. Et j'ai eu plaisir aujourd'hui à retrouver dans les allées de ProDurable des collègues, des amis, des gens avec qui j'ai travaillé avant de rentrer en politique. Façon de vous dire aussi au démarrage que la politique, c'est pour tout le monde, c'est pour les acteurs engagés. Vous en êtes. La politique a besoin de gens engagés. Et moi, j'ai passé le Rubicon en 2017. Je ne suis pas une femme politique professionnelle. Je ne sais pas ce que je ferai demain. C'est un moment dans ma vie qui est un moment formidable, avec beaucoup de responsabilités. Mais je me rappelle très bien des années où j'étais à ProDurable avec mes clients, avec mes partenaires, pour parler de RSE à une époque où, notamment post-crise de 2008, la RSE souffrait et où des acteurs comme ProDurable, depuis quelques années, ont permis aussi à ce secteur, à cette filière, de se consolider. On m'a demandé plusieurs fois, d'ailleurs, pourquoi l'adjectif durable n'avait pas été accolé à l'intitulé de mon secrétariat d'État. Alors, la première réponse, pour rire un peu, parce que même dans des moments un peu angoissants, on a le droit, voire le devoir de rire. Parce que déjà, je ne vous cache pas que, concernant les cartes de visite, écrire secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, voire durable, je pense que je perdais le service impression de Bercy, que j'ai déjà à peu près perdu. La réponse la plus sérieuse, c'est que, en réalité, la dimension durable du portefeuille qui est le mien s'applique en réalité à tous les ministères. Cette question de l'intitulé du poste, elle est importante et je pense qu'il est important de rappeler la parfaite articulation, la parfaite logique entre économie sociale, solidaire et responsable au sein du gouvernement qui a été formé en juillet. Vous disiez, je vous en remercie, que mon titre collait au salon. Je dirais aussi que le salon colle super bien au titre qui est le mien. Et en réalité, il y a un sujet d'association là qui est particulièrement intéressant.
l'association de l'économie sociale et solidaire à l'économie responsable a pu surprendre. Un secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable au sein de Bercy, c'est tout sauf un portefeuille coupé en deux. Portefeuille coupé en deux où il y aurait d'un côté l'ESS et de l'autre la RSE. Ce serait totalement absurde. Ça n'est pas non plus une mission qui se limite à la seule sphère traditionnelle de Bercy. L'économie sociale, solidaire et responsable, c'est rappeler d'une part que l'économie de demain, l'économie du XXIe siècle, n'est définitivement plus réductible à la seule recherche du profit. D'autre part, que l'économie du XXIe siècle ne se limite plus à la seule question des acteurs purement économiques. Réunir l'économie sociale et solidaire et l'économie responsable au sein d'un même ministère, c'est quelque part acter, signer, démontrer que l'engagement et la responsabilité sont l'engagement de tous, et en réalité c'est autant une question d'économie qu'un sujet de société. Il ne fallait pas être surpris de voir un secrétariat d'État intitulé « Social, solidaire et responsable ». Et il ne faut pas être surpris non plus, ni déçu, j'espère, de m'y voir nommé. Je dis ça en sachant bien, d'abord, que beaucoup d'entre vous ont eu plutôt, au même titre que les concitoyens, de l'indifférence, parce que je ne suis pas quelqu'un de connu, parfois un peu de surprise, mais en fait, il n'y a pas de hasard, ni de coïncidence dans le fait que ce soit moi qui ai été nommé sous la tutelle de Bruno Le Maire à Bercy pour adresser ce sujet. Il n'y a pas de hasard parce que j'ai eu le plaisir de présider la commission spéciale sur la loi Pacte. Il n'y a pas de hasard parce que je me suis sincèrement et profondément engagé sur le sujet du chapitre 3 de la loi Pacte qui a posé la raison d'être, les sociétés à mission, les fonds de pérennité économique. Le chapitre 3 de la loi Pacte s'appelait « Pour des entreprises plus justes ». Cette loi, qui m'a occupé de 2017 à 2020 pour ce qui est des derniers décrets, cette loi demeurera à mes yeux une pierre très importante dans la construction d'une économie plus durable, en faisant rentrer la responsabilité, qu'elle soit sociale, environnementale, territoriale, dans le droit des sociétés, et donc dans notre économie. Ça, on en a entendu, et certains d'entre vous étaient à mes côtés. Je ne peux pas ne pas saluer Patrick Dumière, qui est ici et qui a largement aussi contribué aux travaux de la loi Pacte sur ce chapitre 3. On en a entendu, je vais vous dire. Ah, c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Ah, ça marchera jamais. Vous vous souvenez de la pub, pour ceux qui ont mon âge, la pub des années 90, d'une petite voiture de marque française qui était assez drôle et qui disait « Mais ça ne marchera jamais !» J'ai entendu ça pendant 1 an et demi. Ça ne marchera jamais, votre histoire d'entreprise à mission. Mais ça ne marchera jamais, votre raison d'être. Les entreprises, elles ont autre chose à faire, ça ne les intéresse pas. Ça ne marchera jamais. Et puis la loi Pacte, on l'a portée. Et puis la loi Pacte, on l'a votée. Et puis on a modifié, chose qui n'avait pas été faite depuis des dizaines d'années, voire plus. On a été modifié le Code civil. On a été modifié l'article 1833 du Code civil, qui prévoit désormais que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cet ajout, et vous savez, on dit souvent sur la loi qu'on ne touche au Code civil ou on ne touche à la Constitution qu'avec la main qui tremble. Elle tremble, la main, quand vous touchez un article du Code civil qui date de 1833. Mais le gouvernement n'a pas tremblé, les parlementaires n'ont pas tremblé, et on l'a voté. Cet ajout n'était absolument pas une opération de communication. Cet ajout était une exigence démocratique. Pourquoi ?
parce que la majorité des Français considèrent incontestablement que l'activité de l'entreprise doit, voire est, déjà utile pour la société dans son ensemble. Les entreprises qui veulent aller plus loin, et je ne peux que les encourager, peuvent inscrire une raison d'être dans leur statut et devenir des entreprises à mission, en acceptant de placer cette mission sous le double contrôle d'un comité interne et d'un évaluateur externe. L'une de mes missions, et soyons clairs, j'ai besoin de vous, l'une de mes missions est que les entreprises s'approprient plus et encore mieux ce dispositif. Évidemment, j'en assurerai la promotion. Les entreprises à mission se développent plutôt bien en France. Le Covid n'a en rien mis à mal le déploiement de ces entreprises à mission. Je dirais même que le Covid a conforté, voire encouragé certaines entreprises à émettre et à poser leur mission à la suite de la crise, parce qu'elles se sont rendues compte, dans le cadre de la crise, à quel point tel enjeu social, ou tel enjeu de gouvernance, ou tel enjeu environnemental était au cœur de son ADN. Je dirais même que certaines entreprises se sont révélées et ont révélé leur mission aussi durant la crise. Je sens que mes collaborateurs s'inquiètent, et à raison, parce que la loi Pacte, je peux faire 3 heures dessus, je vous rassure, je ne vais pas le faire. Même si c'est quand même un sacré texte. Et ce qui a été aussi pour moi très important dans cette loi Pacte, c'est ce qu'on a apporté en matière de partage de la valeur, qui est évidemment pas sans lien avec ce que vous discutiez auparavant sur la notion de solidarité et la notion plus large de durabilité des entreprises. Nous ne plaiderons jamais assez pour dire aux entreprises qu'il est crucial pour elles qu'elles s'emparent des dispositifs d'épargne salariale. La suppression du forfait social pour l'intéressement versé dans les sociétés de moins de 250 salariés et sur la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés est une incitation absolument majeure. Elle nous dit très clairement, cette incitation, que le partage de la valeur n'est en aucun cas une affaire de grands groupes. En plus, grâce à cette loi Pacte, l'épargne collectée à cette occasion peut être très facilement investie dans des supports solidaires ou ISR. C'est quelque part un peu de l'économie circulaire. Tout en m'assurant de la bonne mise en œuvre de cette loi Pacte, tout l'enjeu qui va être le mien, et c'est un plaisir d'intervenir parce que je démarre tout juste mes déplacements, j'interviens peu à peu dans les sérails et dans les écosystèmes. Être ici aujourd'hui, c'était important pour moi, pour vous dire qu'on doit continuer l'histoire et qu'après le pacte, je vais désormais défendre l'impact. Monsieur Ashoka, pardonnez-moi, j'ai oublié votre nom, mais vous en parliez avec force. J'aimais bien votre passage sur statut, vertu. Moi, je dirais que j'adhère totalement à ce que vous dites, et je dirais qu'il ne suffit pas d'être ESS pour faire de l'ESS. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu des 2 ans, c'est l'impact. Je ne me permets pas ce jeu de mots pour faire joli, je me permets ce jeu de mots, d'abord très égoïstement pour que vous vous rappeliez de moi, que vous fassiez un lien entre pacte et impact. C'est la même nana qui a géré le pacte et qui va se battre pour l'impact. C'est assez mémotechnique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être la ministre de l'impact? Vous le savez aussi bien que moi, et pour certains, certainement mieux que moi. Ça veut dire très simplement que je ne serai pas la ministre de la surface. Je ne serai pas la ministre du greenwashing. Je ne serai pas la ministre du social washing. Je ne serai pas la ministre qui va promouvoir des indicateurs qui sont glamour, sexy et communicants, mais qui n'ont aucune teneur et aucune réalité par rapport à la vraie vie des entreprises. Je crois d'ailleurs, et je vous le dis parce que ça fera partie de nos combats communs, je le pense, qu'il n'y a rien de plus détestable que de jouer avec les bonnes intentions des consommateurs, des épargnants, des citoyens, pour ensuite les décevoir. Et il me semble qu'on connaît tous le bon outil. On connaît l'outil qu'il faut mettre en œuvre pour éviter ensemble
peu importe où on soit dans la chaîne de valeur, moi je suis là où je suis, mais c'était très bien expliqué d'ailleurs dans la table ronde avant. Vous savez, la politique, c'est la contribution, la gestion de la cité. Il y a des entreprises qui font bien plus de politique que certains politiques. Et vous en avez beaucoup au sein de cette salle. Ça veut dire quoi, cet outil ? Éviter d'être accusé de greenwashing ou de social washing. On a une chose à faire, c'est imaginer un outil qui est l'évaluation fiable, transparente, de la performance extra-financière des entreprises. Après vous avoir demandé de continuer à croire et à déployer les entreprises à mission, je vais vous demander une deuxième chose, mais je vous rassure, vous pourrez me demander tout ce que vous voulez aussi, ça va dans les deux sens. Il faut absolument, absolument que vous vous empariez, que vous participiez, que vous regardiez, que vous vous renseigniez sur la révision de la directive sur le reporting extra-financier. Je sais que, a priori, ça peut être un peu aride. Je sais, n'étant pas tombé dans la fiscalité ni dans la performance extra-financière petite, que ça peut sembler un peu rebutant de prime abord. Mais j'ai absolument besoin que vous, qui êtes des acteurs au cœur de la responsabilité sociale des entreprises, vous ne laissiez pas ce sujet trop loin de vous. Regardez l'impact de la révision de cette directive. Je vous informerai, j'informerai fréquemment sur ce sujet. C'est tout sauf un sujet de financier, si je puis me permettre. C'est tout sauf un sujet de spécialistes, experts, technocrates européens. C'est un sujet qui a peut-être les habits de la finance, mais qui profondément adresse le sujet que vous avez traité ici, qui est aussi comment satisfaire les attentes des consommateurs par rapport aux différents impacts des entreprises qui produisent les biens et les services en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Je suis résolument européenne et je ne suis pas européenne que pendant les élections européennes. L'Europe va nous fournir un calendrier, un cadre. 2021 est une grande année pour l'économie sociale et solidaire en Europe. Il y a un plan qui va être publié, mis en œuvre, un plan ESS 2021 en Europe. Et la France, par mon truchement, avec vous, portera des initiatives. Il y a aussi la révision de la directive NFRD, performance extra-financière, qui va être le rendez-vous à ne pas manquer ces prochains mois. Les groupes de travail seront impulsés dès la fin d'année et il faudra ensuite que l'ensemble des pays européens se mettent d'accord sur une batterie d'indicateurs environnementaux, sociaux, de gouvernance, qui permettront de mesurer de façon homogène l'impact ESG des entreprises en Europe. On ne va pas commencer à faire des indicateurs dans chacun des 26 pays européens pour se rendre compte dans 2-3 ans que ça ne converge pas. Donc on va se servir et s'impliquer dans le véhicule européen pour bâtir ensemble des indicateurs et être attractif dans la compétition mondiale sur la performance extra-financière. En disant ça, je me dis, ils doivent se dire, oh là là, parler de solidarité, c'était vachement plus glamour avant. Avant, on a eu une intervention de madame où vous parliez d'amour et ça faisait du bien. Moi, j'en entends pas beaucoup parler tous les jours. Et je dois casser un peu la soirée avec ma performance extra-financière. Pour autant, je maintiens, ça semble aride, mais c'est au cœur de ce qu'on doit porter ensemble en matière d'impact. En économie, c'est comme dans un jeu de société, il y a des règles. La règle du jeu économique, c'est malheureusement pas l'amour, pas encore, peut-être un jour. C'est un peu la solidarité, mais la règle du jeu économique, c'est la norme. Qui ne détient pas la norme, qui ne construit pas la norme, subit le jeu économique. Je ne vous raconte pas une histoire hors sol. Cette histoire, on l'a vécue il y a 20 ans. On a perdu la bataille sur la norme comptable, IFRS. Ça paraît loin pour certains, mais regardez, c'est pas si loin.
on a perdu une bataille qui fait qu'aujourd'hui encore, on perd des guerres. On a perdu la guerre de la notation financière. On s'émeut de voir partir les agences de notation européennes, françaises, sous pavillon américain. Mais il n'y a pas à s'émouvoir. Qui ne joue pas sur la norme ne maîtrise pas le jeu économique. Il faut qu'on fasse attention et on ne peut pas refaire la même erreur en 2021 que celle qui a été faite dans les années 2000. La France, l'Europe doivent se doter d'indicateurs, d'une doctrine, de référentiels de performance extra-financière pour pouvoir jouer sur la norme, influencer la norme et influencer la notation qui viendra après la norme. Un de nos combats, c'est de le faire avec une impulsion française. L'impulsion française, elle a plusieurs traditions, mais elle a une tradition, et c'est un sujet sur lequel je vais me battre. Les données d'intérêt général n'ont pas vocation à être vendues. Je vais me battre pour que les données de performance extra-financière soient accessibles. On est un grand pays de l'open source, on est un grand pays de l'open data. Je précise, ça peut paraître loin de la table ronde d'avant, c'est absolument pas loin de la table ronde d'avant. C'est pas dans 3 ans qu'il va falloir se réveiller, c'est dans 2 mois. On a l'année prochaine pour avancer, c'est un sujet majeur et c'est un sujet que je dois construire avec vous. Pour terminer, ce que je plaide pour les entreprises, je le plaide aussi pour le plan de relance. On a mis 100 milliards d'euros pour la relance, une relance qui est un moyen évidemment de repartir en avant et certainement pas de repartir comme avant. Le plan est tourné vers la compétitivité parce que vous le savez, sans compétitivité, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Mais s'il est tourné vers la compétitivité, il est aussi bordé par les responsabilités. Bruno Le Maire l'a annoncé, et je vais le répéter avec force, il y aura des contreparties au plan de relance. Et elles seront élaborées dans la tradition de la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire avec les parties prenantes, dont le Parlement. Le débat budgétaire démarre fin septembre. Fin décembre, c'est terminé. Les contreparties seront votées. Ce que je plaide pour les entreprises, je le plaide aussi pour toutes les organisations, à commencer par l'État, qui doit aussi pouvoir s'interroger sur le caractère durable de ses achats et de ses marchés. La problématique de l'achat public responsable est absolument décisive pour moi. La contrepartie que les entreprises sont en droit de demander aux contreparties que va leur demander l'État, c'est, me semble-t-il, que l'État soit lui-même exemplaire. Quand on parle d'économie durable, on parle de société durable et donc d'État durable. Et pourquoi, nous qui aimons parfois les acronymes dans notre univers, pourquoi on parle que de la responsabilité sociale des entreprises? Pourquoi on ne parlerait pas de responsabilité sociale aussi des organisations, ce qui permettrait d'intégrer l'État? Je crois profondément dans le caractère durable, qui est à la fois un mode d'action et un mode de pensée, et c'est vraiment la raison pour laquelle je vous disais en introduction que j'ai vraiment sincèrement pensé à ce salon quand j'ai été nommée. J'y ai pensé parce qu'à mes yeux, un secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, ça traduit en actes l'officialisation d'une révolution culturelle que j'appelais de mes voeux depuis plus de 10 ans. C'est consacrer l'idée que gérer et développer une entreprise est déjà un engagement social vis-à-vis de ses salariés, de ses clients, de son quartier, de son territoire. Être entrepreneur, chef d'entreprise, manager, c'est vouloir agir selon son sens des responsabilités et selon ses valeurs. Je crois que la majorité des Français ont cette vision politique de l'entreprise. L'économie sociale, solidaire et responsable, c'est la fin d'une séparation arbitraire entre l'entreprise et la société, séparation qui a d'ailleurs longtemps prévalu quand on prétendait s'attaquer à la question du réchauffement climatique. La fin de cette dichotomie vaut également pour les salariés qui ne veulent plus être soit salariés, soit citoyens. Ils souhaitent que la citoyenneté se concrétise à tous les niveaux. Alors, je vais terminer en insistant sur un débat que certains d'entre vous ont eu hier, je crois, et que j'ai trouvé
particulièrement passionnant, qui est celui du salarié à mission. Nous avons des dispositifs qui gagneraient à être mieux connus, plus utilisés par les entreprises, quelle que soit leur taille. Je pense notamment au congé d'engagement, au mécénat de compétences. Je crois que le salarié citoyen est une bonne solution pour vaincre un mal intime que beaucoup d'entre nous peuvent ressentir parfois durant ces années, qui est une sorte de quête de sens de nos vies professionnelles, personnelles, quête de sens qu'on retrouve fortement chez les plus jeunes. Et c'est ainsi un défi républicain qui s'ouvre à nous, en même temps que le défi économique et le défi de société qu'on considère depuis longtemps. Alors, c'est une énorme tâche qui s'ouvre, mais c'est aussi pourquoi je me réjouis que le salon ProDurable se présente depuis toujours comme le salon des solutions durables plutôt que des problèmes éternels. Et c'est résolument vers ces solutions durables, résolument avec les acteurs de ces solutions durables, que je vais m'empresser de m'y tourner désormais. Et vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie, pardon d'avoir été un peu longue, mais c'était dit avec le cœur. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre présence et pour votre engagement à nos côtés. Merci à tous d'avoir assisté à ces 2 jours absolument passionnants. Je serai heureuse de vous retrouver l'année prochaine. Normalement, je ne suis pas trop mal tenue cette année, donc peut-être que Cécile va renouveler son invitation. Voilà, je m'appelle Flavie Després. Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur carnus.com. J'ai un podcast qui s'appelle Changer la norme. Donc, si elle est déjà établie, du moins, on essaie de faire changer les choses. Et Cécile, tu voulais dire un mot de clôture ? On ne pouvait pas rêver mieux. Merci, chère Olivia. Merci, Madame la Ministre. Vous avez résumé ces 2 journées avec force et conviction. Merci infiniment. Merci à nos partenaires, à vous, chers visiteurs, d'avoir répondu présent sur cet événement 2020 que nous avons préparé dans des conditions très particulières, vous l'imaginez bien. Et puis merci à ma chère équipe aussi, que je remercie, qui travaille depuis de longs mois pour préparer cette édition. Merci à tous. Vous pouvez me rejoindre, Florence, Suzanne. Et on est masqué. Ouais. Allez. Moi, je pense que et une sans masque. Ça donne aussi la vision. Une avec et une sans, parce que quand on est speaker, on a le droit. Ah bon